des œuvres artistiques, etc., etc. Notre invité aujourd'hui, comme vous l'avez entendu ici pour nous parler de son plus récent ouvrage. Aujourd'hui donc, un de nos écrivains favoris et l'un des plus prestigieux et talentueux de cette génération est de retour. Jean-Marie Vianney Lulangwa vient nous parler de son dernier ouvrage, Au-delà de l'imaginable, ou le destin impensable du jeune Rwandais Jean-Daniel Kabadissa. Un roman sur fond de vérité historique qui suit l'histoire d'un jeune homme rwandais sur sa route de l'exil au retour au pays après la libération du Rwanda, en passant par le front au sein du FPR. Oui. Dans cet épisode, nous mettrons toutes nos lumières sur ce livre, donc, et c'est avec son auteur, et bien sûr, nous mettrons son livre. Plateau. Jean-Marie Vianney, merci beaucoup d'accepter encore une fois notre invitation, de passer ici pendant votre passage à Kigali, si je peux me permettre. Cette fois-ci, j'y suis, hein. J'y reste. Vous dites vous restez, mais vous restez combien de temps? Bon, peut-être quelques mois, oui. Mais je reviens, je pars et je reviens, je pars et je reviens. Oui. Vous êtes un vrai globe-trotteur. Exact. Oui. Vous tournez partout et... Oui. Ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois que vous partez en résidence, que vous partez dans vos voyages aussi créatifs, vous revenez avec quelque chose oui. qui après nous aussi nous permet un peu de voyager dans le temps, à travers les histoires de vos personnages. Oui. Et je vous disais tout à l'heure que je trouve toujours fascinant la façon dont il y a comme un concept derrière, comme un contexte qui vient aussi au-delà de l'histoire qui est présentée, parce que dans votre précédent livre, oui. Le génocide perpétré contre les Tutsis expliqué à mes enfants, oui. et ça c'était plutôt une sorte d'interview des enfants qui oui. posent les questions à leur père, oui. Oui, qui est très informatif, oui. très informatif, oui. et aussi qui est aussi un roman, parce qu'on voyage un peu à travers les motels qu'ils voient, les bars où ils s'arrêtent et tout ça. Les mémoriaux, voilà. Oui, et puis cette fois-ci, c'est tout un roman. On va vraiment suivre toute une histoire intéressante. Oui. On va en parler. Et la première chose que j'ai envie de savoir, d'où est venue l'inspiration pour ce livre précisément? En fait, David, le Rwanda et les Rwandais, c'est ma source d'inspiration. Moi, tout ce que j'écris, ça a un rapport direct avec l'histoire de notre pays. J'écris sur l'exil, des pièces de théâtre, des biographies sur l'exil, parce que le Rwanda a connu une période sanglante, une période tragique en 1959, où il s'est perpétré des pogroms qui ont occasionné un exil massif d'une partie de son peuple, donc vers les pays limitrophes. Et comme moi-même, j'étais de ceux-là qui ont fui autour des années 60, mon vécu exilique est une source d'inspiration très immense pour moi, parce que j'ai écrit beaucoup de choses sur l'exil. Mais évidemment, comme je le dis toujours, quand je vous parle de moi, je vous parle de vous. C'est-à-dire, quand je parle de moi, je parle aussi des gens qui étaient avec moi. Voilà. Alors, j'ai écrit ensuite d'autres livres, mais la différence entre ces livres que j'ai déjà écrits, et celui-ci, c'est que ça, c'est une fiction. C'est une fiction sur fond de vérité historique, comme vous l'avez dit. Et puis, ça se passe, c'est l'action. Le scénario, c'est sur 2 pays. Donc, mon héros, qui est Kabadissa Jean-Daniel, qui est un jeune garçon qui est né à Nyamata, donc sur la colline de Kayumba, à Nyamata, et qui est victime de la discrimination ethnique qui était déclinée sous l'euphémisme de l'équilibre ethnique et régional. Kabadissa, qui est premier de classe, qui est très brillant, un garçon très brillant, qui est premier de classe, mais qui n'arrive pas à aller à l'école secondaire parce qu'il n'est pas admis
à cause justement de cette politique discriminatoire. Et donc là, il va tenter sa chance au Burundi. Et là, j'ai l'occasion, évidemment, de parler du vécu aussi des gens qui étaient au Burundi, mais aussi de la situation sociopolitique au Burundi. Donc, l'avantage, ou le mérite, ou la spécialité, la spécificité de ce roman, c'est qu'il se situe sur deux pays, dans deux pays. Et puis, mon héros, en fait, vit au Rwanda, mais il vit aussi au Burundi. Et là, je parle de tous les événements, comme on va le dire, on va le voir dans le livre. Donc, c'est ça. C'est un roman où se retrouvent non seulement les gens qui ont vécu ici, mais aussi les gens qui ont vécu en exil. En exil. Voilà, c'est ça. Oui, c'est peut-être la spécificité de ce roman. Oui. Et je me passionne beaucoup à lire ces derniers temps les ouvrages d'auteurs locaux. Oui. Parce que j'ai lu pendant des années et des années des livres d'auteurs étrangers. Oui. Principalement occidentaux, mais aussi africains. Oui. Mais il n'y en avait pas beaucoup qu'on avait d'ici chez nous, à moins que ce soit vraiment historique, et même, parfois même notre histoire était racontée par des étrangers. C'est ça. Et c'est beau, mon Dieu, parce qu'on se reconnaît, mais je vous encourage vraiment, on se reconnaît beaucoup dans les écrits de personnes, de nos voisins, au fait. Oui. On se reconnaît, on y reconnaît nos expériences. Revenons au livre. Quel a été le processus, cette fois-ci, pour créer ce livre? Parce que je sais qu'à chaque fois, c'est toujours différent. Oui. Alors, c'est un livre quand même qui m'a coûté beaucoup de temps. Oui. Qui m'a pris beaucoup de temps. Et je dois vous dire que en 2014, j'avais déjà 3 chapitres. Ah, wow. Et puis, c'est pas moi, je me suis arrêté, je ne trouvais pas, je ne parvenais pas à le finir. Parce que, bon, peut-être cela était dû à mes activités au Canada. J'étais professeur de français de 8h à 16h. Et quand je rentrais, j'étais fatigué, franchement, même pas assez de temps pour écrire. J'avais juste le temps pour lire, parce que j'aime lire aussi. Bon, donc, en 2014, j'avais 3 chapitres. Et puis, j'ai pas pu avoir de l'inspiration. Je sais pas, c'est un livre qui m'a... Vraiment, je voulais écrire un livre qui... Comment dire, tous les livres qu'on écrit, on veut qu'ils plaisent aux gens. Oui, mais vraiment, je voulais que ce livre soit spécial. Hein. Alors, ça ne venait pas, mais je me calmais, je dis, OK, je vais écrire d'autres, et puis je vais y revenir peut-être après. Donc, j'ai écrit plutôt 4 livres, après ces 3 chapitres que j'avais. Et puis, quand je suis allé en résidence d'écriture, quand j'ai eu une subvention canadienne pour aller écrire un roman sur le fond de racisme, donc, que je n'ai pas encore fini, que je finirai peut-être prochainement. Je suis noir, d'accord, mais 3 points de suspension. C'est un roman sur le fond de vérité historique aussi. Okay. Donc, alors j'en ai profité pour finir. Je me suis dit, il faut que je relève le défi. Parce que je tenais absolument à finir ce livre. Donc là, j'en ai profité. Donc j'ai profité de cette résidence de 3 mois à Zwolle, aux Pays-Bas. Et je me suis mis à ce livre et je l'ai fini. Donc j'ai écrit 20 chapitres après, donc pendant 3 mois. Wow. Et là, vraiment, je dis, voilà, je suis heureux de pouvoir finir ce livre. Voilà, donc c'est ça. C'est en allant à cette résidence d'écriture que j'ai pu finir ce livre. Absolument. Et c'est un beau livre. Je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que je suis en train de lire, je le vois comme un film dans ma tête. Parce que voilà, c'est une fiction en même temps, même si c'est sur fond de vérité. Et j'adore le genre de film quand tu vas au cinéma ou quand tu regardes de chez toi et que c'est sur fond de vérité historique, que tu vois tout ça. Donc, pour ceux qui font les films, pensez-y. Ce serait intéressant. Et alors... Bon, il faut qu'on fasse une pause tout à l'heure pour faire un petit défi, comme vous le savez. Mais quand même, j'ai envie de vous poser cette question rapidement. Quelle est l'importance, en ce moment, actuellement, d'avoir un livre comme celui-ci? Oui, c'est un livre, comme je vous l'ai dit, hein, c'est un livre où se reconnaissent les Rwandais qui ont vécu ici, qui n'ont jamais connu l'exil, mais aussi les exilés. Donc, quand c'est la rétroaction de mes lecteurs, on me dit toujours que tout le monde se retrouve dans ce livre. Tout le monde se retrouve dans Kabalisa. Parce que Kabalisa, justement, a vécu ici. Il y a des gens qui se reconnaissent dans le Kabalisa d'ici, et des gens qui se reconnaissent dans le Kabalisa de Bujumbura. C'est vrai. Voilà. Donc, l'importance
C'est comme pour tous les autres livres. C'est parce que j'ai envie de partager mes sentiments, mes pensées avec mes lecteurs, avec mes compatriotes, avec les étrangers. Et puis, c'est une façon aussi, comme vous l'avez dit, de stimuler les Rwandais à écrire. Avant, on avait toujours des étrangers qui écrivaient notre histoire. Et maintenant, je suis heureux de voir qu'il y a beaucoup d'auteurs rwandais ou burundais qui écrivent sur ce que nous avons vécu, que ce soit ici ou soit dans mon pays d'adoption, le Burundi. Donc, c'est ça, c'est encourager notre jeunesse à lire et à écrire. Parce qu'on ne peut pas écrire si on ne lit pas. Absolument. Voilà, je le dis toujours. Absolument. Oui, donc je dis à mes élèves, à mes étudiants, à mes collègues, il faut lire pour pouvoir écrire. C'est vrai. C'est ça. C'est très, très vrai. Oui, Oui. oui. Donc, écrivons, mettons-nous à écrire. Donc, pas de devoir de mémoire aussi. Surtout, oui. Donc, j'écris aussi pas de devoir de mémoire. Oui. Il faut que ce que nous avons vécu, de triste même, hein, de triste, de tragique, soit connu. Parce que beaucoup de jeunes qui sont nés, par exemple, au génocide, ne savent pas qu'il y a eu des exils, Oui. qu'il y a eu des vies en dehors du Rwanda et des Rwandais. Et je pense que c'est très important de connaître ces vécus-là, pour que justement on ne répète plus ce qui a fait qu'il y ait eu des exils. Par exemple, on sait que l'exil des Tutsis du Rwanda en 1959 est dû aux pogroms qui ont été perpétrés contre eux en 1959, parce qu'il y avait un régime dont l'idéologie raciste était essentiellement anti-Tutsi. Donc, on montre, en lisant ce livre, on voit le danger, on voit les effets pernicieux des discours haineux. Alors, quand les jeunes générations lisent ce livre et qui compatissent au sort de Kabalissa, je pense que ça va les faire réfléchir et ils éviteront autant que possible de tomber dans le piège de ces gens qui, justement, qui leur inculquent l'idéologie de la haine, etc. Absolument, Oui. c'est tellement vrai, c'est super important parce que voilà, ça permet parfois l'histoire, de plus ça s'éloigne, de plus ça devient juste une histoire et puis on perd le côté humain, mais il faut savoir que quand on parle de gens, d'exil et de tout ça, ce sont des vies et des expériences humaines et donc à travers des livres comme celui-ci, on peut vraiment se projeter et en pâtir et de là savoir quoi faire cette fois-ci ou surtout quoi ne pas faire. Alors, c'est l'émission Le Miroir. Nous découvrons au-delà de l'imaginable ou le destin impensable du jeune Rwandais Jean-Daniel Kabalissa. C'est un livre de Jean-Marie Vianney Lulangwa. C'est notre invité aujourd'hui face au Miroir. On va s'arrêter un peu de parler de livres pour 60 secondes, le temps d'un petit défi. Alors, notre défi, ce sera de tenir une conversation Oui. sans dire oui ou non. C'est pas facile. C'est pas du tout facile. Mais on va essayer. Oui, oui. Pendant 60 secondes. Oui. Donc, ni moi ni vous n'avons le droit de dire oui ou non. Oui. Et donc, le premier qui dit oui ou non perd. Si on arrive à finir les 60 secondes, c'est bon, on a gagné, on peut être content, comme si on avait gagné la Coupe du Monde. Alors, 60 secondes, donnez-nous le top chrono, et puis on va pouvoir commencer. Nous allons éviter de dire oui ou non. Voilà. On y va. Alors, quel est le sport que vous aimez suivre? Je parlais tout à l'heure de la Coupe du Monde, que vous aimez suivre à la télé, tout ça. Le basket. Bon, je ne suis pas vraiment fan du football, ça peut étonner les gens. Quand je regarde, ça me fait plaisir, mais je ne suis pas très passionné. C'est vrai? Non, je suis plutôt passionné par le basket. Vous avez dit non, Oui, vous avez dit non, je suis plutôt passionné par le basket. Ah, j'ai échoué alors. Oh, c'est difficile. C'est très difficile. On a fait comme moins de 30 secondes. J'ai dit non. Oui. Oui, Ah là là. c'est fou. Vous suivez beaucoup plus donc le basket que le foot à la télé. J'aime voir les matchs de basket. De basket. Est-ce que vous avez un peu joué aussi?
Non, moi, je joue plutôt au ping-pong, au tennis de table. Wow. J'étais fort. Quand j'étais au lycée, je raflais tous les prix Wow. pendant les compétitions. Wow. Ah ouais. Donc, si j'avais vraiment eu l'occasion de m'entraîner au tennis, en tennis, peut-être j'aurais été un bon tennisman. Sûrement. Oui, oui. Oui, parce que... Bon, évidemment, quand on était à l'école secondaire, on jouait au football, au basket, au volley, mais je m'intéressais à, à lire, à écrire. Peut-être les autres allaient faire au football. Moi, j'écrivais des poèmes. C'est vrai. Et vous le faites si bien. Et merci de vous être essayé à notre défi. C'est l'émission Le Miroir sur Rwanda TV. Nous continuons à découvrir notre livre du jour. Notre invité, en fait, c'est ce livre, en quelque sorte, à travers son auteur, Jean-Marie Vianney-Lujango. Merci beaucoup pour la dédicace. C'était un peu émouvant pour moi parce que, comme vous le savez, vous êtes un de mes auteurs préférés. Et donc, en lisant juste la préface, je me suis dit ce serait intéressant parce que j'ai trouvé que c'est une des préfaces que j'ai le plus préférées, parce que ça nous emmène directement dans le vif du sujet, sans tout dévoiler. Donc, c'est vraiment super bien fait. Et je me suis dit... C'était un écrivain qui m'a fait cette préface. Oui, donc ça se comprend. Hein. Oui, donc... Et vous savez quoi? Paul Samba, ce n'est pas un Sénégalais. Ah. C'est un Burundais. Non. Je vous assure. Samba. Oui, c'est un nom, comment dire, un pseudonyme. Sinon, il s'appelle Gérard Ndaï Zamba. Ah, d'accord. Et on a fait la même école. Ah, c'est vrai? On a fait le lycée de Lubanga. Il était devant moi d'une année. Donc, il est médecin et il est écrivain aussi. Il est fort. Donc, super. J'ai aussi aimé sa préface. Oui, c'est une très belle préface. Et on va s'en servir, justement. Merci beaucoup, Paul Samba, docteur. Parce qu'on va s'en servir pour un peu... J'aimerais vous lire quelques passages de cette préface et nous dire pourquoi est-ce que vous avez voulu que justement... disons, le sujet évoqué soit dans ce livre. Alors, la première, c'est « La colonisation a structuré et exacerbé les catégories identitaires afin de mieux diviser pour régner ». Oui, donc ça, c'est un sujet que directement on va comprendre. Mais pourquoi est-ce que c'était important de l'inclure? C'est important parce que si on regarde Kabarissa, de quoi est-il victime, Kabarissa? Kabarissa, mon héros, Kabarissa Jean Daniel, est victime de son identité Tutsi. Et pourquoi on est arrivé jusqu'à être victime justement de cette identité? Et avoir une identité lourde à porter, comme je l'ai décrit, c'est parce que la colonisation, donc les colons, quand ils sont arrivés au Rwanda, ils ont trouvé un peuple uni, un peuple qui a une même culture, qui a une même langue, qui vit indistinctement sur le même territoire. Donc, un peuple homogène, si on peut dire comme ça. Et c'est difficile de régner sur des gens unis. Le principe colonial, c'est classique, c'est divider et impera, diviser pour régner. Alors ils ont dit, voilà, ils ont commencé à chercher des origines, à attribuer des origines étrangères au peuple, aux trois groupes constitutifs du peuple rwandais. Alors ils ont dit, ces Tutsis-là, ce ne sont même pas, c'est pas des Noirs, c'est pas des Rwandais, ce sont des Égyptiens, des Abyssiniens, des Hamites qui sont venus au Rwanda occuper le pays qui appartenait aux Bantous. Et il y a eu des amalgames. Par exemple, Hamite, au départ, c'était un concept linguistique. Les langues hamitiques, c'était comme le copte, le kabyle, le touareg, le somali, etc. Et puis le bantou, c'est une construction récente, c'est une construction linguistique du linguiste allemand Wilhelm Heinrich Immanuel Blick, qui a observé les langues, beaucoup de langues africaines, de l'Afrique subsaharienne, et il a trouvé que ces langues avaient des similarités lexicales, grammaticales et syntaxiques. Alors il a dit, et pour dire le mot homme par exemple, ils utilisaient le radical tout avec variance to. Si on observe par exemple, on dit, en Kirundi, l'homme, c'est-à-dire umunu. En Kinyarwanda, umuntu, en Kiganda, Luganda, umuntu, Kiswahili, mutu, Lingala, moto.
Voilà, donc ces langues-là, il les a groupées, il a imaginé une langue mère qu'il appelle en allemand Urbantu, c'est-à-dire bantou commun ou proto-bantou. Donc, le concept qui est au départ linguistique, les missionnaires, les explorateurs en ont fait un concept racial. Donc, si bien que même maintenant, vous imaginez les effets de ça. Je lisais un article tout à l'heure d'un homme, un Congolais, vraiment qui est comme l'Ongezé Hassan du Rwanda, qui disait la race bantou, nous les bantous, alors que les Tutsis sont bantouphones. Oui, donc, alors ces catégories qui ont été exacerbées, ça a occasionné évidemment des pogroms, parce que quand Kayibanda a chassé les Tutsis en 1959, il disait que justement le pays appartenait à ses légitimes propriétaires. Et les légitimes propriétaires, à l'époque, c'était des Hutus. Donc, et là, pendant tout le temps, pendant la Première et la Deuxième République, les Tutsis étaient considérés comme des étrangers ou des citoyens de seconde zone. Donc, Kabarissa, il est premier de classe, mais il ne peut pas être admis à l'école secondaire parce qu'il est Tutsi. Vous imaginez, donc, vous voyez comment c'est venu de façon à nier la nationalité à un groupe de gens. Et ça occasionne des exils, ça occasionne des meurtres, des pogroms, etc. Donc, et ça va avoir des ramifications. Et des ramifications de génération en génération. De génération en génération, jusqu'à engendrer le génocide. Oui. Voilà. Donc c'est vraiment arriver à comprendre c'est la fausseté au fait de cette ça, oui. pour pouvoir la déconstruire. Oui, c'est ça. Et on nous dit qu'il faut qu'on fasse très très rapidement, les minutes vont vite, mais quand même. D'autres passages que j'aimerais qu'on évoque rapidement, parce que je trouve que c'est intéressant. À un moment, on dit on ne peut pas libérer un pays que l'on n'aime pas et dont on maîtrise la culture et la langue qui la véhicule. Là, je pense qu'il se référait justement au processus de mobilisation de la diaspora rwandaise pour la guerre de libération. Parce qu'à ce moment-là, vous n'étiez pas peut-être encore né, à ce moment-là, on voyait que les jeunesses rwandaises étaient en proie au phénomène qu'on appelle acculturation. C'est-à-dire que, à cause de la discrimination dans beaucoup de pays où ils ont vécu, ils cherchaient à s'identifier aux gens de ces pays-là, quitte à oublier leur culture, ou à la dénigrer, à la mépriser. Alors, l'un des processus fondamentaux que le FPR a fait, c'est à travers ses agents culturels, c'est d'avoir réhabilité la langue rwandaise. Parce qu'on ne pouvait pas libérer le Rwanda si on ne parlait pas le Kinyarwanda, si on n'aimait pas la culture rwandaise. Donc, c'est ça, on ne peut pas libérer un pays dont on n'aime pas la culture ou la langue. Absolument. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai. Et c'est ainsi qu'il y a eu des groupes culturels, beaucoup dans tous les pays, pour jouer des pièces de théâtre, en français, mais aussi pour enseigner aux jeunes de la diaspora les danses, le folklore, etc. Et c'est ça qui a fait que justement les gens renouent sentimentalement avec le pays d'origine, même s'ils ne le connaissaient pas, et puis se sont donnés, sont allés au front, ont même sacrifié leur vie, parce qu'il y en a qui sont morts au front pour ce pays qu'ils ne connaissaient même pas, mais parce que c'était le leur. Absolument, oui. Parce qu'ils l'aimaient. Absolument, c'est vrai que ça a conduit à la libération du Rwanda, à tout ce qu'on voit jusqu'à aujourd'hui, qui est extraordinaire. Et un dernier passage que je pense aussi qu'on ne devrait pas rater, le sujet aussi évoqué ici, vous allez nous l'expliquer et nous parler de son importance. Le choc devient insupportable quand il découvre que l'ennemi Hutu qu'il vient d'achever d'une balle de fusil n'est autre que son ancien ami et ancien camarade de classe Nestor Habimana. Oui. Voilà, ce garçon, Nestor Habimana et Kabalisa Jean-Daniel étaient des camarades de classe. C'était des voisins d'abord et puis des camarades de classe. Alors, voir que un s'est enrôlé dans les rangs du FPR pour libérer le pays, l'autre est allé combattre du côté de l'armée gouvernementale. Et puis le hasard, l'ironie du sort, voilà, il se retrouve sur le champ de bataille et c'est Kabarissa qui le tue, comme l'autre l'aurait tué aussi. Et il le dit, c'est pas moi qui te tue, c'est un homme que le régime a voulu maintenir dans l'état d'apatride qui tue un homme
un gars qui combat pour le régime sanguinaire discriminatoire. Donc, il regrette, il est choqué parce que s'il n'y avait pas eu de discrimination, s'il n'y avait pas eu d'exil, s'il n'y avait pas eu de cette politique-là, d'équilibre ethnique et régional qui a forcé Kabalissa à aller en exil, à aller au Burundi pour tenter sa chance, il ne se serait pas enrôlé dans les rendus faits et il n'aurait pas tué son ancien ami. Absolument. C'est regrettable, mais c'est tragique. C'est un roman. Hein? C'est un roman. Dans le roman, il y a du tragique aussi. Absolument. Il faut le créer. Et quand on parle d'empathie et de tout ça, et de rendre aussi les histoires que l'on voit, que l'on raconte et qui se sont passées, humaines, c'est ça en fait. Oui, parce qu'à la fin, c'est des voisins, c'est des amis. Voilà, c'est ça. Les gens qui parlent la même langue, qui parlent la même culture, qui ont les mêmes noms, des fois. Oui, c'est ça. Absolument. Et donc, voilà. Un bon livre, en tout cas, que je vous conseille aussi. Moi aussi, je le continue. J'ai hâte de le finir, mais en même temps, je n'ai pas envie de le finir. Et il faut qu'on finisse avec notre partie face au miroir. On vous a mis personnellement face au miroir lorsque vous êtes passé sur notre plateau il y a une année, je pense. Oui. Et cette fois-ci, on va mettre face au miroir le processus de création de ce livre. Qu'est-ce que vous avez le plus aimé et qu'est-ce que vous avez le moins aimé? Oui, j'ai aimé le fait que j'ai pu le finir. Vraiment, ça a été une joie pour moi parce que je tenais absolument que ce livre soit publié, soit fait, soit bien écrit. Et je pense que si je me réfère à la rétroaction de mes lecteurs, c'est un livre qui est bien écrit, qui plaît, ou qui est riche. Bon, ce que je n'ai pas aimé, évidemment, c'est que je dois m'isoler toujours pour écrire. Alors que moi, je suis un homme qui aime socialiser avec les gens. Ah, d'accord. Donc, j'aime toujours être avec des gens. Oui. Et là, je dois m'isoler, tu vois, passer 3 mois dans un hôtel, dans un pays étranger, pour devoir écrire. C'est une contrainte. Je n'aime pas ça, mais je suis obligé de le faire. Et nous, on aime beaucoup. Donc, on va vous envoyer dans les résidences, dans les endroits les plus éloignés, pour que vous envoyiez encore plus de livres. Oui, merci beaucoup. C'était une grande joie de vous accueillir. Merci de l'opportunité de parler de ce livre et continuer à nous en faire encore plus. Ce livre, vous pouvez le retrouver. Est-ce qu'il est déjà disponible dans les librairies ici? Dans les librairies du monde entier, en ligne, chez l'éditeur, mais moi aussi je les ai. D'accord. J'ai des exemplaires à donner aux gens que je rencontre, qui me connaissent, qui veulent. Donc n'hésitez